Salut tout le monde, nous sommes le 21 août et je dois donc vous parler de campagne classique dans le cadre du RPGA Day 2024 que je fais aujourd'hui à l'heure. Donc, vous parlez d'une campagne classique. V'là pas la question, toi. Enfin, le sujet. Pourquoi est-ce que je dis ça? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par campagne classique? Et je dois aussi faire une petite parenthèse qui m'est plus personnelle, puisque des campagnes très connues, du commerce, etc., bah j'en ai pas joué ou très peu. Pas joué en tant que joueur ou pas joué en tant que meneur. Tout simplement parce que j'en avais pas connaissance. Pendant très 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 longtemps, j'ai joué dans mon coin sans savoir qu'il y avait des campagnes préécrites qui existaient et je faisais mes scénarios maison. Donc bah, tout ce qui est campagne assez mythique, j'en ai pas joué beaucoup. Mais on va quand même répondre à la question aujourd'hui et déjà on va s'attarder sur ce que veut dire classique. En fait, il y a plusieurs interprétations à ce mot d'une campagne classique. Je ne sais pas trop dans quel sens le prendre, donc j'ai décidé, comme ça, je vous ai fait patienter pendant plusieurs jours pour avoir les vidéos, tout ça. Je me suis dit, bah aujourd'hui on va se faire plaisir, on va faire une vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus calme. Désolé, c'est pas très très structuré. Je fais ce que je peux, mais c'est pas forcément simple de parler tout seul devant une caméra. On fait beaucoup de fautes de grammaire, comme je m'en rends compte à chaque fois que je monte. Donc j'ai décidé de vous parler de plusieurs bouquins, plusieurs choses que j'ai dans ma bibliothèque dans le cadre de cette vidéo. Puisque le premier, comment dirais-je, le premier sens qu'on peut prendre à classique, c'est une campagne qui a marqué son temps et les joueurs pour une très longue période. Par exemple, Ravenloft, une campagne qui est sortie il y a plusieurs dizaines d'années, bah aujourd'hui, elle continue d'avoir des rééditions, elle est toujours présente dans la tête et dans le cœur des joueurs, alors que d'autres campagnes sont totalement tombées dans l'oubli. Pardon, pas parce qu'elles étaient mauvaises, sauf qu'elles ont moins marqué. Pourquoi? Comment? Bah ça, c'est un peu le mystère de la chose. Donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle une campagne classique? Je pense que c'est comme ça qu'elle est prise. Ou alors, est-ce qu'on parle d'une campagne que je considère moi comme étant un classique? Ou alors, troisième option, une chose qui a le goût d'antan, mais plus moderne, plus modernisé, sorti récemment, mais qui a quand même un goût d'ancien temps. Donc j'ai décidé de vous parler un petit peu de ces trois catégories. Et on va commencer avec un premier ouvrage qui va avoir le goût de l'ancien temps, mais qui est sorti plutôt récemment finalement. C'est plutôt une compilation qui est sortie récemment. Ça va être The Undying War pour Castle and Crusade. Donc là, on est clairement dans du Donjons et Dragons à l'ancienne. Donc c'est motorisé par Castle and Crusade. Et c'est une campagne que je trouve super intéressante sur plus d'un point. Déjà, ça se passe dans ARD, un monde qui est super bien fait et très profond, développé chez Trollord Games pour Castle and Crusade, que je vous présenterai, j'espère, un jour. Mais cette campagne se passe à l'intérieur de ce monde-là. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de PNJ, beaucoup de lieux et de situations qui sont très chouettes et qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui. Je vous donne un exemple, mais dans le tout premier scénario, vous êtes niveau 1. Dans Castle and Crusade, niveau 1, vous êtes un petit caca sur un trottoir, hein, clairement. Vous êtes envoyé auprès d'un village qui des problèmes avec un gnoll. Il y a un chef gnoll qui dirige des gobelins et donc un gnoll niveau 1 Castle Crusade, vous n'êtes pas prêt. Et ce gnoll-là, en fait, il fait il a l'air plus intelligent que la moyenne et il pille régulièrement le village à tel point qu'en fait, il sait tellement qu'il va gagner que maintenant il fait juste se montrer et il attend qu'on lui amène les vivres. Il se prend même plus la peine d'attaquer le village et donc les villageois demandent de l'aide. Et dans ce tout premier scénario, il y a une rencontre qui est super intéressante avec une entité, je ne vais pas trop en dire, une entité qui pourrait être extrêmement dangereuse. Et un joueur classique qui va peut-être avoir tendance à dire, bah, s'il nous le met devant, c'est qu'on peut le tuer. Mais en fait, non. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans cette campagne. Et c'est un truc qu'on retrouvait souvent dans d'anciennes campagnes. C'est ce concept de bah, y a cette créature immense et beaucoup trop puissante pour toi qui fait sa vie dans les parages. Puis bah, si jamais tu l'attaques ou que tu considères qu'elle est mauvaise, bah, elle va juste te défoncer. Et en plus de ça, chaque créature de ce genre-là, qui a est un minimum creusé avec des objectifs, ce qu'elle fait là, les informations qu'elle pourrait divulguer aux joueurs et tout ça. Donc vraiment une très 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 bonne campagne que The Undying War. Ça commence avec ce gnoll et on découvre évidemment une menace bien plus profonde, bien plus ancienne qui pourrait ressurgir. Et donc vous êtes embarqué là-dedans, c'est très 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 chouette. Voilà, donc ça c'était premier bouquin, je le mets là.
Le deuxième, alors là, on va être sur une campagne qui a quand même marqué, je pense en tout cas, un petit peu moins que certaines autres pour ce jeu-là. On va être sur une campagne pour l'Appel de Cthulhu. Et je veux parler de Horreur sur l'Orient Express. Horreur sur l'Orient Express, une campagne qui me plaît beaucoup. Mais là, c'est pas tellement à cause de ses qualités premières, parce qu'elle a été, on va dire, dans les anciennes versions, elle avait aussi une réputation de hachoir à joueur. Mais elle me plaît beaucoup par son thème et par son lieu, puisque ça se passe à bord de l'Orient Express, et que l'Orient Express, c'est un train qui me fait rêver. J'ai toujours adoré l'Orient Express. J'ai adoré Meurtre sur l'Orient Express d'Agatha Christie ou ce genre de choses, des romans qui se passent dans des trains, j'adore ça. Mais l'Orient Express particulièrement, ce serait une destination, ce serait un rêve dans ma vie en fait. J'ai pas peur de dire les mots. Si un jour j'ai 35 000 euros d'avance, eh ben, j'aimerais bien me faire le voyage à bord de l'Orient Express. J'aimerais beaucoup ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait rêver. J'adore les trains en général et les voyages en train. Donc voilà. Et donc Horreur sur l'Orient Express, c'est une très bonne campagne qui n'est pas exempte de nombreux défauts tout de même. C'est une campagne qui va demander du temps à être apprivoisée, corrigée sur certains points. Il y a des grosses faiblesses scénaristiques quand même. Il y a moyen que les joueurs ils vous scrapent la campagne très vite. D'ailleurs, j'ai eu le témoignage de l'un de vous il n'y a pas très très longtemps qui m'avait dit justement que ces joueurs avaient complètement balancé la campagne en moins de 3 séances. Donc c'est fort probable. Mais tout de même, c'est une campagne qui a marqué le temps, marqué son temps, puisqu'elle ressort régulièrement. Ça, c'est la dernière édition de chez Chaosium, mais il me semble qu'elle va bientôt ressortir dans une toute nouvelle édition. Voilà. Et elle vient en 2 tomes, c'est énorme hein, comme campagne, vous voyez, celle-là, et le premier bouquin est déjà quand même assez épais, c'est à 384 pages, et elle vient en 2 tomes. Donc une grosse campagne. Ensuite, une autre campagne qui a marqué les joueurs pour plusieurs raisons. Il va s'agir d'une campagne Pathfinder avec Rise of the Rune Lords, donc l'éveil des seigneurs des runes. Celle-là, c'est une campagne où on entend beaucoup de bien quand vous parlez à des gens qui l'ont joué. Je pense notamment Julien Dutel en a parlé régulièrement. Il y a encore d'autres personnes sur le podcast anonyme. Ils en ont parlé aussi de cette campagne-là. Une campagne vraiment qui a marqué son temps. Bon, moi ici, je l'ai en version Savage Pathfinder, mais c'est une campagne sortie à l'origine pour Pathfinder première édition, qui ressort régulièrement elle aussi, mais pour d'autres systèmes. Je crois d'ailleurs que BBE va l'adapter pour Chronique oubliée Fantasy 2ème édition. Si ma mémoire est bonne, ils ont fait un financement pour ça il n'y a pas si longtemps, je crois. Donc Rise of the Rune Lords, une campagne qui est très bonne. Si jamais vous avez des joueurs débutants qui veulent faire une campagne, c'est parfait pour ça. Débutants comme expérimentés, mais c'est vraiment accessible aux débutants. Si vous êtes MJ débutant, c'est parfait aussi. Il y a 2-3 petits points, mais c'est pas qu'il faut un petit peu équilibrer, un petit peu revoir peut-être, mais c'est pas un problème non plus, c'est pas impossible. Grosse campagne. Là, vous êtes parti vraiment pour des années de jeu. C'est très gros, mais c'est très chouette tout ce qui se passe dedans. On y va progressif, on dévoile beaucoup de choses aussi sur Golarion, l'univers officiel de Pathfinder. Et franchement, très bonne campagne, je ne peux qu'être d'accord. Je ne l'ai pas encore fait jouer, par contre j'aimerais beaucoup la faire jouer un jour. Donc ça c'est pour Pathfinder Rise of the Rune Lords. Ensuite, une campagne qui a le goût de l'ancien temps, mais qui fait des choses assez modernes quand même. Il va s'agir de Forbidden Lands, Raven's Purge, pardon. J'ai lu le titre du jeu, mais c'est Raven's Purge pour Forbidden Lands, qui est sorti sous le nom Le Châtiment du Corbeau en VF chez Arcane Asylum. Une campagne que je trouve très bonne, qui change beaucoup de choses. Mais attention, elle a une petite particularité, cette campagne, c'est qu'elle est extrêmement chiante à préparer. Si jamais vous êtes MJ débutant, je vous la déconseillerais peut-être pour commencer. C'est pas qu'elle est impossible, mais elle a un fil rouge. Et après, ce sont des lieux d'aventure propres à Forbidden Lands, en fait. Hein. Tout le jeu fonctionne comme ça, avec ces lieux d'aventure. Mais là, c'est vraiment un fil rouge et vous n'avez pas beaucoup de liens
C'est à vous de vraiment de vous débrouiller. On vous explique deux, trois trucs, comment la campagne se tient. Mais après, on vous donne juste des lieux d'aventure et c'est à vous de venir tout créer. Donc, c'est pas forcément la chose la plus simple à mettre en œuvre, mais une campagne qui est très, 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 très bonne, bien profonde et qui aborde des sujets à la fois durs, très poétiques. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour terminer, une campagne qui change beaucoup de ce qu'on connaît. Elle va prendre des concepts peut-être ancrés dans un temps ancien, puisqu'on parle d'un méga donjon. Donc le méga donjon, c'est pas forcément quelque chose qui sonne très très actuel aujourd'hui. Moi j'aime bien les méga donjons, et je trouve que beaucoup de méga donjons se cachent dans des scénarios. Par exemple, la fois je vous ai parlé du scénario Wild Heart pour Trudvang. Bah, techniquement c'est un méga donjon. C'est une forêt, il se passe plein de choses, mais ça reste un méga donjon. Mais c'est quand même un style de, comment dirais-je, d'aventure qui est un petit peu tombé en désuétude. Parce que quand on pense à donjon, on a tendance à penser succession de salles avec des créatures, puis on arrive au bout, on tue le gros méchant, et puis on peut ressortir. Malheureusement, le donjon, c'est un petit peu trop souvent ça. Dans un méga donjon, il y a moyen de faire beaucoup plus profond que ça, même en donjon normal d'ailleurs. Mais dans la campagne dont je vais vous parler là, il y a quand même moyen de faire beaucoup plus profond que ça. Donc elle prend un concept que l'on connaît bien, et elle va le changer, l'adapter et en faire quelque chose de très moderne. Il s'agit du Eye of the Stone Thief, donc les yeux du voleur de pierre, une campagne pour 13e âge. Alors, ce que vous voyez là, ici, c'est le Stone Thief. C'est ça le méga donjon. C'est une espèce de verre, si vous préférez. C'est un méga donjon vivant qui, en avalant les choses, va changer sa structure. En fait, vous voyez ici, il y a par exemple un clocher, il y a des maisons, voilà. En gros, elle va passer à avaler des choses et ça va complètement changer l'intérieur. Ça va venir modifier la structure. Donc à chaque fois que vous rentrez dans le méga donjon, la structure en est modifiée. Il y a beaucoup de factions. Vraiment, c'est un plaisir au niveau des factions. Beaucoup de factions, beaucoup de PNJ à qui vous liez. Si vous faites un choix d'aller avec A, alors B va très mal le prendre. C va vous prendre pour des gros traîtres. Mais si vous avez été avec C, B va être votre allié et A va vous prendre pour des gros traîtres. Donc vraiment, il y en a de partout. Il va falloir faire les bons choix. C'est très très épais. Ça va pas se faire, ça va pas se jouer en 2 secondes et demie. Quoique, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de tout jouer. C'est une campagne qui a plusieurs sorties possibles et ça fait 360 pages. Donc c'est quand même assez gros. Mais une campagne qui est très 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 cool pour 13e âge. Un jeu non moins excellent d'ailleurs. Il y a la nouvelle édition, la deuxième édition qui a été financée il y a quelques temps. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus le jour où ça sortira. Voilà donc sur ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour la question numéro 21. Je ne sais pas trop si j'ai répondu exactement au sens de la question, mais il y a un moment, voilà, une campagne classique, qu'est-ce que tu veux dire par là, mec? Voilà donc pour ça, on se retrouve demain pour la question numéro 22. Je vous parlerai d'un personnage non joueur notable. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours jouer en campagne. Salut.